On me propose de réaliser un film sur un jeune homme mort depuis 26 siècles. Je ne le connais pas, et je n'avais pas une envie particulière de le connaître. Mais j'accepte de faire ce film. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose retient mon attention. Je veux comprendre. Cette découverte du jeune homme de Byrsa a été une découverte fortuite, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fouilles qui étaient programmées. Mais Sir Majid Nebli, à l'époque conservateur du site de Carthage, écologiste dans l'âme, voulait planter un arbre dans la cour de son musée. Vous savez, à Carthage, aucun acte n'est anodin. Quand on fouille, on trouve. Et quand ils ont creusé un trou pour planter un arbre, eh bien, c'est l'arbre, les racines de l'arbre qui sont en fait allées rejoindre les racines de l'histoire puisqu'on a découvert cette tombe. Et c'est ainsi que le jeune homme de Byrsa, celui qu'on a appelé par la suite le jeune homme de Byrsa, est sorti au grand jour, si j'ose dire. Rien ne manquait à ce squelette. On aurait pu croire qu'il était mort la veille, enfin la veille non, peut-être pas, mais disons un an avant que les chairs ne disparaissent de ses os. C'était au petit matin. Ce moment arrêté où tout paraît possible. Attraper l'astre filant, courir derrière l'autruche lointaine, celle des lointains déserts. Dès le départ, j'ai senti que c'était l'homme qui va faire partie de mon avenir scientifique. Et c'était assez impressionnant, avec l'impression de reconnaître cette personne, de savoir qui il était. C'était cette espèce d'émotion très forte, d'aller à la rencontre de quelqu'un qui était des nôtres. Quelqu'un qui nous appartenait et auquel on appartenait. Il est grand de taille, de sexe masculin, d'âge relativement jeune, 19-24 ans, c'est relativement jeune. Il pourrait être mort suite à un infarctus, mais nous n'avons pas trouvé de traces d'agression sur les os, donc il n'est pas mort d'une façon brutale. L'archéologie, je n'y connais rien. Je dirais même qu'au fond, ça ne m'avait jamais intéressé. Mais l'origine de ce squelette me retient. L'histoire de ces femmes avec lui commence à me passionner. J'avais lu partout, enfin dans beaucoup de publications scientifiques et de vulgarisation, que l'on commençait à s'intéresser à ce qu'on appelle la dermoplastie, c'est-à-dire la reconstitution à partir du squelette, en tout cas à partir du crâne et des mandibules, de personnages de l'Antiquité et surtout de la préhistoire. C'est une démarche artistique, mais c'est également une démarche tout à fait scientifique. Et Elisabeth Deynes en est une des plus augustes et des plus importantes représentantes aujourd'hui,
puisque nous lui devons bon nombre de restitutions et de reconstitutions. Le crâne, les orbites, on sait que l'œil va être au profond, ou plutôt en surface, que le nez va être large ou étroit, vous voyez. C'est hyper technique. Et il s'avère que là, le matériel était exceptionnel. Le squelette était en parfaite conservation. Là, il avait un crâne magnifique, un très beau post-crânien. Vraiment, c'était très très bien conservé. Après, vous pouvez vous immerger et rêver à son histoire parce qu'on vous a expliqué bon, voilà, qu'il est jeune, qu'il devait être sportif, plein de choses dont vous tenez compte de tout ça. Vous avez sa stature, vous allez faire un sujet athlétique. Elle aussi me semble amoureuse. J'ai peur de me tromper, car elle est peut-être tout simplement passionnée par son travail. Mais ce qui est certain, c'est que le corps de ce jeune homme est l'objet d'un désir partagé. Le désir de reconstituer une forme de l'histoire. Il est évident qu'il y a une intimité qui se crée à un moment donné, parce que je passe des heures et des heures, je ne sais pas, c'est 700 heures à peu près, de face à face, collé à regarder ses yeux, alors d'une part en terre, ensuite quand je vais être en silicone, ça va être la couleur, me reculer, revenir, mettre un petit peu de bleu, de mauve, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce type me déstabilise, quoi. Donc là, il se passe vraiment quelque chose, quoi. C'est presque un acte d'amour. On est seul avec lui ou avec elle. Et c'est une naissance, vraiment, quoi. Le travail, proprement dit, a pris pratiquement 9 mois. Et la femme, elle met au monde, au bout de 9 mois, un enfant. Mais une femme, ça donne la vie. Et c'est peut-être aussi là que l'on peut trouver la raison profonde aussi de cette démarche. On veut vraiment tout pour lui. On veut qu'il soit superbe. Déjà qu'il soit raccord avec toutes les données qu'on nous a données. Donc là, c'est ça qu'on cherche, on échange, on pose plein de questions, on veut que le crâne soit le plus complet, voilà. Ensuite, je pousse la sculpture au maximum, la couleur aussi. Donc il y a un véritable amour, un véritable lien. Je pense que ce serait bien de mélanger les avec, tu vois. Le très foncé, celui-là. Voilà, hein? au milieu, oui. Au milieu du décolleté, c'est bon. D'accord. Quand je vous dis tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il me parle, jusqu'à ce qu'un dialogue s'installe. Donc je me dis que si ça se passe, là j'ai confiance en ce qui se passe, en une alchimie, à ce qui se passe quelque chose quand il va être présenté au public. Je suis arrivée, je l'ai vu de dos, et puis ensuite je l'ai eu de face, je l'ai vu face à moi. Et il m'a regardée, et vous savez, on s'est regardé lui et moi, et là encore, je lui ai dit bonjour, je savais que c'était toi. Je n'ai rien découvert, j'ai retrouvé quelque chose. La mémoire est intacte. Le réveil et la résurrection attendent l'instant propice. Il faut que renaisse la ville. Ils savent tous que les paroles, les hymnes, les danses offertes en l'honneur du divin contiennent les promesses de la vie éternelle. Ils le savent car ils l'ont appris, depuis les lointains séjours de leur père venus d'un Orient immédiat et lointain. Le corps a une importance capitale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vie. Que la représentation divine soit interdite, je veux bien, c'est une abstraction. Mais que l'être humain ne soit pas représenté, nous sommes des mortels.
Il avait les yeux un peu, il avait l'air égaré et les yeux un peu tristes. Il avait un air triste. Pourquoi est-il triste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est Elisabeth en tout cas qui a choisi de lui donner cette expression, mais c'est l'expression qui lui semblait bonne. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette reconstitution, elle est à la fois scientifique, certes, mais elle est également artistique. Peut-être qu'il nous en veut de l'avoir reconstitué, de l'avoir ressorti de sa tente, de sa tranquillité, pour voir la Tunisie actuelle. Mais vous savez, triste, c'est l'idée qu'on s'en fait. Il n'était peut-être pas triste, en fait. Hein. Peut-être que c'était un jeune homme très gai, très... Et puis, bon, c'est peut-être simplement notre disposition à nous, la façon que nous avons de voir les choses, qui fait que nous lui avons donné ce regard. Ce jeune homme est sorti de terre au bout de 26 siècles d'histoire et de silence pour leur dire, écoutez, je suis sorti, je viens vous parler, regardez-moi, vous êtes moi, je suis vous. C'est pas un fantôme, un riche, c'est pas un fantôme. C'est un véritable Africain, c'est un vrai Carthaginois qui est sorti de terre pour leur dire, voilà, je suis venu vous dire quelque chose. Alors allez l'écouter. Finalement, ce jeune homme n'avait rien d'extraordinaire. Il me ressemblait. Mais à travers lui, j'ai découvert un miroir de mon passé lointain sur lequel je tente d'imaginer mon avenir.